Voici l'Empire britannique à son apogée, affichant clairement un niveau de domination inégalé, avec des territoires qui s'étendaient aux quatre coins du globe pendant près de 400 ans. À son apogée, l'Empire britannique couvrait un quart des terres mondiales. Voilà ce qu'il reste de cet empire. Une maigre collection de 14 territoires d'outre-mer méconnaissables par rapport à l'apogée de l'hégémonie britannique. Et même s'il est évident que l'Empire britannique est terminé, surtout comparé à ce qu'il était autrefois, ces minuscules morceaux de terre qu'il conserve ont en réalité bien plus de valeur que vous ne le pensez. Tout comme les États-Unis utilisent leur territoire d'outre-mer, le Royaume-Uni profite des vestiges de son empire. Ces îles offrent tout, des installations de recherche scientifique importantes à des éléments essentiels de la dynamique commerciale européenne et bien sûr des avantages stratégiques. Ce point prend de l'importance alors que l'alliance des Five Eyes et l'Occident s'adapte au paysage géopolitique multipolaire. Chacun de ces territoires offre ses propres avantages. En Europe, le Royaume-Uni garde Gibraltar, Akrotiri et Dekelia à Chypre. Dans les Caraïbes, ils détiennent encore plusieurs territoires comme les Bermudes, Anguilla, Montserrat, les îles Caïmans, Vierges britanniques et Turques et Caïques. Dans l'Atlantique Sud, ils détiennent Sainte-Hélène, Ascension, Tristan da Cunha, la Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud et plus controversées, les îles Malouines. En Antarctique, ils possèdent un territoire qui pourrait devenir de plus en plus important, non seulement pour la recherche scientifique, mais aussi pour des raisons stratégiques, le territoire britannique de l'Antarctique. Dans l'océan Indien, une zone autrefois totalement sous leur contrôle. Ils possèdent encore un petit territoire de 23 miles carrés, connu sous le nom de territoire britannique de l'océan Indien, qui comprend l'archipel des Chagos. Enfin, ils restent présents dans le Pacifique grâce aux îles Pitcairn. Alors, jetons un coup d'œil aux vestiges de cet empire autrefois vaste et voyons comment l'histoire coloniale de la Grande-Bretagne continue de porter ses fruits dans le paysage moderne. Avant d'analyser chaque territoire, il serait utile de connaître les pouvoirs du Royaume-Uni sur eux pour la stratégie globale. Le Royaume-Uni détient généralement un pouvoir total pour légiférer sur les territoires et ordonner aux gouverneurs locaux d'appliquer les politiques. Les politiques fiscales inquiètent moins et la dette des territoires ne pose pas problème au gouvernement britannique. Ils sont donc en grande partie dégagés de toute obligation de renflouer ces îles en cas de difficultés financières, même s'ils fournissent une aide à certaines d'entre elles lorsque cela est nécessaire. Les territoires dits d'outre-mer peuvent s'autogérer sur la politique sociale, l'immigration, la santé et l'éducation via un système ministériel proche de celui du Royaume-Uni. Chaque territoire habité a un gouverneur nommé par le Royaume-Uni pour gérer affaires extérieures et sécurité intérieure. Comme la police, ils peuvent aussi faire ou rejeter des lois. Ces territoires sont largement autonomes et certains ont plus de liberté que d'autres. Cependant, la métropole peut imposer des politiques si elle le juge nécessaire. Le Royaume-Uni excelle surtout en défense et en politique étrangère, notamment pour les grandes îles. Comme nous le verrons, des régiments entiers protègent le territoire et projettent leur puissance dans leur région du globe. D'abord, regardons les Caraïbes, où des territoires d'outre-mer comme les îles Vierges britanniques assurent une présence notable à la Grande-Bretagne. Pour beaucoup, c'est juste le terrain de jeu des riches, ce qui est en partie vrai. Beaucoup oublient qu'il y a 40 ans, les îles Vierges britanniques étaient une économie agricole de subsistance, obligeant les habitants à émigrer pour travailler. C'est ensuite devenu une économie touristique basée sur les hôtels de luxe et les yachts. D'après les livres blancs du Royaume-Uni, il s'agit maintenant d'une économie fondée sur la fourniture de services financiers à la communauté internationale des affaires. Un paradis fiscal pour les criminels et les ultra-riches. En fait, en 2023, les îles Vierges britanniques sont en réalité la principale juridiction d'incorporation offshore, avec plus de 360 000 entreprises actives. En bref, parmi toutes les sociétés écrans offshore. Parmi tous les territoires là considérés comme des paradis fiscaux auxquels vous pouvez penser, les îles Vierges britanniques sont les plus prospères. Ce processus de modernisation des économies de leur territoire d'outre-mer a été une initiative politique du gouvernement britannique. Ils ont désormais de solides liens commerciaux avec les États-Unis et la région Asie-Pacifique. Un scénario similaire s'est produit aux îles Caïmans, leur territoire le plus peuplé. Elle est passée d'une économie maritime dans les années 1960 au 5e centre mondial de services financiers. C'est une mecque de la banque de gros qui, à la différence de la banque de détail, offre des services financiers à de grandes institutions comme d'autres banques. Sans surprise, c'est aussi le premier centre mondial des fonds spéculatifs, et il traite d'importants volumes avec les États-Unis. Il en va de même pour Anguilla, Montserrat et surtout les îles Turques et Caïques,
régulièrement classés parmi les meilleurs paradis fiscaux accueillant des clients variés, des Chinois fortunés aux oligarques russes. Ces territoires britanniques des Caraïbes jouent un rôle similaire dans l'économie mondiale. 8 des 10 principaux paradis fiscaux mondiaux sont en territoire britannique. Les services financiers de haut niveau ont aussi été essentiels au développement économique des Bermudes. Les Bermudes comptent parmi les pays aux revenus par habitant le plus élevé. C'est un centre d'assurance majeur, 3e mondial en réassurance et 2e en assurance captive. Et en dehors des territoires des Caraïbes, Gibraltar bénéficie également de ce mélange douteux de tourisme et de services financiers, Londres étant reconnue comme la capitale mondiale de l'assurance. Il n'est pas étonnant que le réseau de paradis fiscaux du Royaume-Uni inclue un autre centre d'assurance majeur. Donc, le fait est que ces territoires se sont essentiellement développés en devenant de grandes institutions financières à part entière, avec leurs propres lois fiscales et leurs propres lois sur la confidentialité. Cela les place au centre du paysage bancaire offshore et les rend essentiels à la finance internationale. En les incluant tous, ils totalisent un tiers de l'évasion fiscale mondiale, contre seulement 7% pour les Pays-Bas, soit plus de 4 fois moins. Cela a placé le gouvernement britannique au cœur du système mondial des paradis fiscaux et suscité de nombreuses controverses autour de plusieurs parlementaires, pour les emplois lucratifs qu'ils obtiennent auprès d'entreprises caribéennes. Il y a également eu quelques changements législatifs apportés par le G7 depuis 2021 pour tenter de freiner l'évasion fiscale corrompue qui sévit sur ces îles. Le réseau pour la justice fiscale indique que 245 milliards sont perdus chaque année à cause des multinationales transférant leurs bénéfices vers des paradis fiscaux. Et 182 milliards de plus par an perdus à cause des riches qui utilisent des trusts et d'autres moyens pour déplacer des actifs et éviter l'impôt. Sur les 245 milliards perdus à cause de la corruption des multinationales, un tiers vient des paradis fiscaux britanniques. Et même s'il y a sans aucun doute beaucoup de pratiques bancaires corrompues dans ces territoires, cela place le Royaume-Uni dans une excellente position en termes de concurrence fiscale. Cela les aide à attirer des entreprises à Londres, favorisant leur croissance et dynamisant leur économie. Pour un pays devenu une puissance régionale en déclin, la dimension moralement douteuse de cette concurrence fiscale importe peu. C'est essentiel pour l'économie britannique et cela continuera de l'être à l'avenir. Un autre avantage économique majeur de ces territoires est la richesse en ressources naturelles et environnementales, notamment dans les zones inhabitées, comme le territoire britannique de l'océan Indien, la Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud et le territoire britannique de l'Antarctique. La gestion durable des écosystèmes et la protection de l'environnement restent la priorité. Cela inclut la gestion des pêcheries et des pratiques de pêche dans les eaux territoriales environnantes. Pour une ancienne puissance, les bénéfices pour la recherche scientifique sont notables. Le degré de biodiversité dans le territoire britannique de l'océan Indien, par exemple, est l'un des plus élevés au monde. Leur territoire arctique a joué un rôle clé dans la recherche mondiale sur le changement climatique et ses solutions. Bien que l'exploitation minière en Antarctique soit illégale et presque impossible, les territoires du Pacifique et de l'Atlantique Sud pourraient jouer un rôle clé dans la gestion future de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques du Royaume-Uni. La demande mondiale pour certains minéraux critiques, tels que ceux utilisés pour les véhicules électriques comme le lithium, le graphite, le cobalt et le nickel, devrait augmenter de 6 à 13 fois d'ici 2040. Ces dernières années, les gouvernements occidentaux ont lancé des initiatives politiques pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement de ces minéraux. Le problème, c'est que l'approvisionnement et la préparation de ces minéraux pour les technologies modernes sont très complexes. C'est plus complexe que pour d'autres matières premières comme le pétrole ou le gaz. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont aujourd'hui plus fragmentées qu'avant, principalement à cause de la pandémie et de la guerre Russie-Ukraine. Il sera difficile d'assurer à l'avenir un approvisionnement régulier de ces minéraux. À mesure que les économies occidentales continuent de se découpler ou de réduire les risques liés à la Chine, les choses ne feront que se compliquer davantage, car la Chine est le principal producteur de la plupart de ces minéraux. L'océan Pacifique, plus riche en gisements minéraux, pose problème au Royaume-Uni à cause de son absence de territoire dans la région. Cependant, il possède les îles Pitcairn, l'un des endroits les plus isolés de la planète, composé de 4 minuscules îles volcaniques, Henderson, Eno, Ducey et Pitcairn elle-même. Comme ces îles sont très dispersées, la zone économique exclusive couvre plus de 340 000 miles carrés, 880 600 km². Heureusement pour le Royaume-Uni, des gisements de fer, de zinc, de manganèse, d'argent, de cuivre et d'or ont été découverts dans cette zone économique exclusive,
Cette zone pourrait accueillir l'exploitation minière en mer lorsque la technologie le permettra dans les prochaines décennies. En somme, si le Royaume-Uni peut continuer à profiter de gisements de minéraux critiques dans ses eaux, ce sera un énorme coup de pouce pour eux à mesure que nous avancerons dans le 21e siècle. La lutte entre les pratiques de conservation visant à protéger ces territoires, comme ce que le Royaume-Uni a mis en place dans le territoire britannique de l'océan Indien ou dans ses territoires de l'Atlantique Sud. Et la recherche de gisements de minéraux rares sera sans aucun doute une question controversée dans les années à venir. Les derniers avantages économiques importants à examiner sont ceux fournis par Gibraltar, qui est appelé à devenir encore plus essentiel dans l'espace post-Brexit. Gibraltar possède des services financiers offshore, ce qui le rend important pour le Royaume-Uni, comme les paradis fiscaux caribéens. On rapporte que 60% des paris en ligne au Royaume-Uni sont traités via Gibraltar, ce qui devrait vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir. Gibraltar n'était que le 51e partenaire commercial du Royaume-Uni, entre mars 2021 et mars 2022. Mais sur cette même période, les importations britanniques en provenance de Gibraltar ont augmenté de 582% par rapport à la même période de l'année précédente. En 2023, Gibraltar était le 34e partenaire commercial du Royaume-Uni. Donc il grimpe les échelons assez rapidement. Après le Brexit, cette tendance pourrait continuer et Gibraltar devenir plus clé pour les importations du Royaume-Uni. Gibraltar est aussi devenu un centre de jeux en ligne, ce qui surprend ceux qui ne suivent pas ce secteur. Ils sont devenus un centre mondial de la crypto-monnaie grâce à des lois sur les licences et la supervision des entreprises blockchain, d'où le surnom Blockchain Rock, en référence à l'attraction phare de l'île. Ce rôle pour Gibraltar diffère beaucoup des périodes où il servait à des usages militaires et maritimes. Grâce à sa position stratégique à l'entrée de la Méditerranée, il demeure une base permanente du Royaume-Uni pour des opérations avancées en Méditerranée, Afrique du Nord et dans le Golfe. Dirigé par le régiment royal de Gibraltar, il a aussi servi pour les opérations de l'OTAN en Libye durant le printemps arabe. Historiquement, le détroit de Gibraltar, reliant l'Atlantique à la Méditerranée, était vital pour Gibraltar comme territoire d'outre-mer. On ne peut surestimer l'importance que cela a eu pour l'Empire britannique après sa capture au début du XVIIIe siècle. Parce qu'il a aidé la Grande-Bretagne à défendre ses routes commerciales vers l'Est, on l'a qualifié de l'une des clés qui ont ouvert le monde. Et même aujourd'hui, un quart du trafic maritime mondial passe chaque année par le détroit. Le Royaume-Uni est toujours chargé par l'OTAN d'être le principal défenseur du détroit. Si la situation géopolitique actuelle se maintient, l'OTAN continuera de privilégier la sécurité du détroit. Gibraltar demeure un atout majeur pour la stratégie du Royaume-Uni, malgré les tensions diplomatiques avec l'Espagne, et ce n'est pas le seul avantage stratégique britannique en Europe. Akrotiri et Dekelia, sur l'île de Chypre, ont été cruciales pour les forces armées britanniques. Celles situées dans les zones de souveraineté à Chypre ont grandement soutenu les opérations britanniques en Afghanistan, Irak et Libye, notamment la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne grâce à la Royal Air Force. Situées au nord-est de l'île, ces bases sont essentielles à la puissance et à la défense britannique, grâce à leur proximité du canal de Suez et du Moyen-Orient. Les bases à Chypre ont été cruciales pour l'engagement britannique en Irak et, depuis 2014, pour l'opération Shrader, nom de code de leur intervention occidentale en Irak. Et le Levant a vu une utilisation constante des bases souveraines, en particulier tout récemment, les bases souveraines, notamment la Royal Air Force Akrotiri, ont été utilisées lors d'opérations. Prosperity Guardian, qui est à l'initiative créée par le Pentagone à la fin de 2023 pour protéger les navires commerciaux occidentaux dans le sud de la mer Rouge et le golfe d'Aden. Nous ne pouvons pas oublier que ces bases servent également de centre de collecte de renseignements pour la surveillance des menaces à travers tout le Moyen-Orient, et ce, depuis des décennies. Pour les territoires britanniques d'outre-mer, c'est crucial vu la situation sécuritaire actuelle au Moyen-Orient. Aucun n'est plus important d'un point de vue stratégique que les bases souveraines à Chypre. En passant de la Méditerranée à l'Atlantique Sud, nous pouvons étudier l'île de l'Ascension, Sainte-Hélène et Tristan d'Acunha, et leur rôle dans la stratégie de défense du Royaume-Uni. Tristan d'Acunha n'a peut-être pas d'intérêt stratégique, mais reste un lieu intéressant. Cet archipel est le plus isolé du monde et Tristan d'Acunha en est l'île habitée la plus éloignée. Pas de piste d'atterrissage sur l'île principale. On accède à Tristan uniquement en bateau depuis l'Afrique du Sud. Un voyage de 6 jours. On ne peut pas faire plus isolé que ça.
L'île de l'Ascension, en revanche, a été cruciale pour le succès du Royaume-Uni lors de la guerre des Malouines. Elle servait de station de ravitaillement et de point de départ vital pour les opérations, en plus d'abriter une base clé de la Royal Air Force et des installations de renseignement électronique partagées par les États-Unis et le Royaume-Uni. L'île de l'Ascension abrite l'une des 4 antennes au sol qui soutiennent directement le fonctionnement du célèbre système de navigation Global Positioning System. Ainsi, depuis l'époque victorienne, l'île de l'Ascension prouve sa valeur en tant que territoire d'une immense importance stratégique. En combinant la valeur de ces territoires de l'Atlantique Sud et celle des îles Malouines, principal territoire d'outre-mer de la région, l'Atlantique Sud devient un espace où le Royaume-Uni dispose d'une assise géopolitique solide. Les îles Malouines sont probablement le territoire d'outre-mer britannique le plus controversé en raison du conflit récent, bien que certaines personnes oublient souvent de le mentionner. La guerre des Malouines de 1982 entre l'Argentine et l'Angleterre ne portait pas seulement sur les îles Malouines, mais aussi sur la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. L'Argentine considère les îles colonie de la couronne depuis 1841 comme son territoire, ce qui a mené à son invasion en 1982. À l'époque, Margaret Thatcher était critiquée pour le projet de rétrocession de Hong Kong à la Chine, négocié en même temps que la guerre des Malouines. De plus, le chômage augmentait pendant que la Grande-Bretagne désindustrialisait son économie. La possibilité de montrer une certaine puissance militaire au monde et de susciter un nationalisme dont on avait grandement besoin a facilité la décision pour Margaret Thatcher. Aujourd'hui, l'économie des îles Malouines repose sur la pêche et offre des avantages stratégiques. Comme rappel de la puissance du Royaume-Uni, c'est un mécanisme de dissuasion aussi efficace que les autres. Cela peut sembler fou compte tenu des avantages financiers que nous avons expliqués précédemment pour les territoires. Mais le principal avantage ici pour le Royaume-Uni est le positionnement stratégique. Alors que l'équilibre des pouvoirs dans différentes régions du monde évolue à une vitesse fulgurante par rapport aux 30 dernières années. Avoir des territoires variés dans le monde accroît votre capacité à projeter votre puissance dans ces régions. C'est vraiment aussi simple? Pourquoi croyez-vous que les États-Unis disposent de plus de 800 bases militaires dans le monde? Ce n'est pas parce qu'ils sont amicaux. Et malgré ce que beaucoup disent, cela n'a pas non plus grand-chose à voir avec la protection de la démocratie libérale et le maintien de l'ordre international libéral. Ce sont bien sûr des éléments macheteux, mais ils font partie d'une stratégie plus large des États-Unis. Une stratégie à l'origine fondée sur la surveillance du commerce mondial après la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui basée sur le confinement d'autres grandes puissances comme la Chine et la Russie. Les États-Unis, grande puissance, se servent de leur territoire du Pacifique et de leurs bases en Corée du Sud et au Japon pour dissuader la Chine. Le Royaume-Uni agit de même, mais à moindre échelle. En fait, cette grande stratégie américaine est tellement globale que le Royaume-Uni en fait essentiellement partie intégrante. Par exemple, dans le territoire britannique de l'océan Indien, où l'objectif principal est apparemment de protéger la vie marine et la biodiversité. Le Royaume-Uni héberge une base américaine à Diego Garcia, facilitant les opérations des États-Unis et de leurs alliés au Moyen-Orient et en Asie du Sud. C'est tout l'intérêt au bout du compte, utiliser ces territoires pour un avantage stratégique, même ceux qui sont explicitement présentés comme étant utilisés pour la conservation de l'environnement et la recherche. Au bout du compte, le Royaume-Uni n'est peut-être plus un empire. Grâce à ces territoires d'outre-mer, ils gardent des avantages stratégiques qui les aideront à rester des acteurs majeurs. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.